Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. À la une de l'actualité ce soir, la CONACYSED, c'est fini, martèle Alain-Claude Bilébizé, le porte-parole du gouvernement. Pas de salaire non plus pour les enseignants qui n'auront rien fourni tout au long de cette période. Nous aurons son intervention en détail sur ce sujet dans ce journal. Nous parlerons aussi ce soir de la pire crise humanitaire qui frappe 20 millions d'habitants de 3 pays d'Afrique, mais aussi le Yémen. La Société du Croissant Rouge turc intervient dans les camps. Nous saurons quelle est la situation exacte et les mesures déjà prises ou à prendre dans un instant. Hassan Rouhani, président iranien, accuse son homologue américain Donald Trump d'aider les troupes terroristes en Syrie et cela, nous allons le voir dans un discours diffusé par la télévision d'État. Voilà pour les titres. Débutons par le ministre d'État en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilébizé, qui a entretenu la presse sur l'actualité du pays. Le porte-parole a affirmé le non du gouvernement quant à la réhabilitation de la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale. Chimène Sandra Senghol et Hervé Aubian étaient présents. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire tenue ce 7 mars à Ngonji, le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilébizé, a dit le nier du gouvernement quant à la levée de la suspension de la Convention des syndicats de l'éducation nationale et le paiement des salaires des enseignants grévistes. C'est une interdiction des activités de la CONACYSED et nous n'y reviendrons pas. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. La CONACYSED, c'est fini. Ensuite, pour ce qui est des mois non travaillés, ils ne seront pas payés. Là aussi, c'est terminé. Ceux qui n'ont pas travaillé et qui ont le salaire suspendu, ce salaire, il a été suspendu parce qu'ils n'ont pas travaillé. Le Conseil présidentiel sur l'infrastructure, qui devrait non seulement faire le bilan des infrastructures au cours du premier septennat d'Ali Bongo Ondimba, mais aussi définir les priorités des dépenses, était aussi au centre des échanges. La question des infrastructures a été posée. Elle a été posée à la fois pour faire le point sur ce qui a été réalisé pendant le premier septennat, mais également pour tirer les leçons sur ce qui ne l'a pas été et les raisons pour lesquelles, malgré d'importants budgets qui ont été alloués au secteur infrastructurel, tous les objectifs n'ont pas été atteints. Il s'agissait donc à la fois de présenter les possibilités d'une nouvelle gouvernance pour éviter les errements que nous avons connus, mais également de redéfinir les priorités en tenant compte à la fois du schéma directeur national des infrastructures qui a été adopté. Pour ce qui est de la CONACYSED, le porte-parole du gouvernement a précisé que les syndicats qui composent cette confédération syndicale ne sont pas concernés par l'interdiction de ces activités. Le ministre du Travail, Éloi Nzondo, a reçu, lui, vendredi à son cabinet, les membres des centrales syndicales du patronat gabonais à quelques jours du 1er mai. La célébration de la fête du travail qui a constitué l'échange, l'essentiel de ces échanges. Gaël Mapessi et Jospin Bomadianga. La centrale syndicale gabonaise et la Confédération nationale du patronat gabonais ont été reçus tour à tour vendredi par le ministre du Travail. Au menu du jour, la célébration de la fête du travail prévue le 1er mai prochain. Nous avons rencontré les centrales syndicales pour évoquer 2 points. Le premier, c'est celui qui concerne la célébration prochaine de la fête du 1er mai. Et le deuxième point que nous avons évoqué, c'est sur la conférence internationale du travail. Une occasion qui a permis d'une part aux syndicalistes de rappeler toute l'importance de cet événement de portée internationale. Le patronat, lui, en a profité pour exhumer un dossier laissé dans les placards il y a près de 6 ans. Où qu'on soit, on doit célébrer la fête des travailleurs parce que nous nous souvenons de ceux-là qui ont pu succomber pour que le travailleur soit libre. Nous avons souhaité également que nous regardions un des anciens dossiers qui avait été déjà examiné, qui est le dialogue social. En tenant compte de tout ce que nous connaissons comme événements antérieurs, actuels et futurs. Nous avons signé une charte à la présidence de la République en 2011. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette charte n'a pas d'effet. Donc nous avons demandé au ministre de voir avec ses collègues et avec les responsables hiérarchiques le plus haut avec lesquels nous avons signé cette charte, de voir dans quelle mesure nous pouvons nous retrouver pour examiner la mise en place du Conseil national du dialogue social.
Après des échanges fluctueux avec le membre du gouvernement, syndiqués et patronat se sont séparés avec l'espoir que les problèmes soumis au ministre trouveront des solutions dans des délais raisonnables. Soutenus par leurs frères de la majorité de la diaspora, les membres du Front uni de la jeunesse de l'opposition ont tenu une conférence de presse ce samedi à Libreville après avoir pris à la phase citoyenne du dialogue. Ils jugent inacceptable d'être exclus à la phase politique qui débute. Pour eux, il est important qu'ils participent à cette ultime phase qui détermine la trajectoire que prendra les résolutions qu'ils ont proposées. Écoutons Wolfgang Ebanega, membre du FUJO, au micro de Gaël Mapessi et Fred Dongo. Le président de la République a pris le courage d'appeler les fils du Gabon pour se retrouver et parler des problèmes du Gabon. Aujourd'hui, on nous parle de la phase citoyenne et de la phase politique. Nous sommes allés à la phase citoyenne, mais nous disons, nous ne pouvons pas comprendre que décider du Gabon, un groupe d'hommes, d'amis, des anciens qui étaient en 90, qui étaient en 94, qui étaient en 2006 aux accords d'Arambo. Qu'est-ce qu'ils veulent se dire que nous ne pouvons pas écouter? Nous voulons être observateurs de ce dialogue politique. Suite à l'exclusion de Mme Estelle Ondo, actuelle ministre de l'économie forestière, ancien membre de l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise, une délégation conduite par Ghislain Ledoux Mbovoué Edou, lui aussi exclu du parti, est allé rencontrer les militants de l'UN de la cité de la Caisse dans le 6e arrondissement de Libreville pour dénoncer une procédure qu'il juge dictatoriale. Écoutons un extrait de son intervention. Nous sommes ici à la cité de la Caisse dans le cadre d'une rencontre citoyenne initiée par Mme Estelle Ondo, l'actuelle ministre de l'économie forestière, militant de l'Union nationale, au sujet des exclusions au sein de l'Union nationale. Il y a certains cadres de l'Union nationale, dont Mme Estelle Ondo, M. Ghislain Ledoux Mbovoué-Edou et d'autres, qui font l'objet des exclusions au sein de ce parti. Il s'agit des exclusions arbitraires qui ne respectent aucune procédure. Il s'agit des pratiques antidémocratiques qui montrent qu'il y a l'exercice de la dictature au sein de l'Union nationale. Allons du côté d'Angonje où les travaux du panel 3 axés sur la modernisation de la vie publique se sont achevés sur une note de satisfaction. Les contributions faites par les panélistes ont permis de mieux appréhender le fonctionnement de l'administration publique pour la rendre plus performante. Le bilan de ce panel dans ce reportage de Patricia Moulet et de Sandy Adzabi. La phase citoyenne du dialogue politique tire déjà à sa fin. Certains travaux des panels qui se sont achevés, à l'instar du numéro 3 portant sur la modernisation de la vie publique, ont été concluants au regard du bien fondé des sous-thèmes. Le bilan, il est somme toute positif. Nous avons eu la participation de plus de la moitié des personnes inscrites à ce panel. Nous étions environ plus de 350 inscrits au panel 3. Nous avons environ 321 contributions physiques de toutes les personnes. Et de ces contributions, on a ressorti un ensemble, n'est-ce pas, des propositions essentielles, puisque nous avons travaillé sur la question de la modernisation de la vie publique. Une réforme qui contribuerait à rendre plus efficace et efficiente l'administration, d'où ces quelques propositions. L'ensemble des participants pensaient qu'il fallait redéfinir le fonctionnement, n'est-ce pas, du Conseil national de la communication avec un mode de, n'est-ce pas, de désignation de ses membres qui serait à parité et non pas par nomination directe des pouvoirs exécutifs. Les conseillers devraient être élus par leur pairs et après avoir justifié d'un certain nombre d'expérience et n'est-ce pas, d'une certaine probité morale. On est revenu sur la question de la moralisation de la vie publique parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler de modernisation de la vie publique sans parler de la moralisation de la société qui sous-tendent au fonctionnement, n'est-ce pas, des uns et des autres, notamment avoir une personne crédible, une personne claire à la tête d'une institution qui ne soit pas, n'est-ce pas, soupçonnée de détournement de deniers publics, qui soit un modèle, un exemple, n'est-ce pas, au sein de son administration. Et donc au niveau des mandats électifs, on a
a pensé, à l'unanimité d'ailleurs, que le président de la République devrait être élu pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, idem pour les sénateurs, idem pour les députés. La modernisation de la vie publique devrait permettre la réforme de l'État, la baisse des dépenses publiques, voire l'amélioration des politiques publiques, des attentes auxquelles espèrent les participants à cette phase citoyenne. Tout autre chose à présent, un défilé de mode, vous ne le savez peut-être pas, madame, monsieur, rassemble plusieurs corps de métier tels que le maquillage, mais souvent inconnus du grand public. Ces petites mains qui le pratiquent jouent un rôle indispensable pour le bon déroulement du défilé. Je vous invite à découvrir les coulisses de la 3e édition de la soirée Fashion. C'est un reportage d'Alex Nkogé. Avant le succès, les applaudissements et la satisfaction, l'organisation d'un défilé de mode s'articule autour de plusieurs composantes. D'abord, il y a le styliste, le maître d'œuvre. Il y a les mannequins, la partie visible et glamour. Il y a surtout les hommes et les femmes de l'ombre en coulisses qui œuvrent entre stress et dernier réglage pour un défilé sans fausse note. Dans cette galaxie se cachent différents métiers parfois méconnus du grand public. Des accessoiristes aux maquilleurs, pour ne citer qu'eux, sont les invisibles de cette chaîne qui assure le spectacle. Nous faisons partie de ce qu'on appelle les petites mains, c'est-à-dire on vient en renfort aux stylistes ici, c'est-à-dire il y a des consignes qui sont données. Comme en ce moment nous sommes en train d'accessoiriser le bustier, on peut également par exemple habiller les mannequins, c'est-à-dire mettre soit des parures, soit des bracelets, soit des coiffures. En fait, c'est ça notre petit métier ici. Je suis en train de maquiller les prochains mannequins. C'est pour le second passage. Et vu que le concept, c'est pour bien mettre en relief la tenue et le collier, donc il faut un maquillage adéquat. J'aime bien le walking, la démarche. Et je me suis dit que pourquoi je ne peux pas aussi essayer, pourquoi je ne peux pas en faire carrière, quoi. Un défilé de mode exige l'association de plusieurs corps de métier, une attention particulière et un esprit d'équipe. Au Gabon, le monde de la mode fait son petit chemin et suscite de la passion chez les jeunes qui rêvent désormais de participer aux défilés de mode internationaux. Place cette fois au défilé de la 3e édition de la soirée Fashion qui a eu lieu jeudi avec pour thème Unité de Color of Sun. Pour le styliste initiateur du projet Emerson, elle est le couronnement d'une année de travail et l'engagement d'une équipe. Suivez cet élément. Le jeune styliste gabonais Emerson a dévoilé sa nouvelle collection 2017 au public. Elle est dénommée United Color of Sun, une collection empruntée de culot et d'un soupçon d'extravagance. Collection homme-femme colorée, très très colorée, qui était un clin d'œil un peu à mon état d'esprit du moment, où j'ai voulu faire partager ma joie de vivre dans un monde où je trouve que l'actualité est un peu trop marquée par des événements sombres. Donc j'ai créé cette collection pour aller dans le contresens. Un travail de qualité qui séduit. Les robes en rose, franchement, les filles étaient super. Et j'aimerais demander au créateur à combien il est fait, parce que souvent, parce que souvent c'est beaucoup dans cher. La mode gabonaise, vraiment cher. Les tenues sont vraiment chères. Donc, j'aimerais que les créateurs gabonais essaient un peu de voir un peu, pour qu'ils essaient de faire un peu pour que les créations soient faites pour tout le monde, pour toutes les classes sociales, quoi. Surtout pour nous, quoi. Surtout pour nous qui n'avons pas d'argent. Hein. Le thème de cette dernière vise à divertir et à offrir un brin de couleur, de gaieté et de joie dans un monde de guerre, d'homophobie et de racisme, mais aussi un clin d'œil sur la biodiversité. Cette soirée Fashion est organisée depuis 3 ans et Mason, âgé de 24 ans, a participé récemment à d'autres défilés nationaux aux côtés de grands stylistes gabonais Chouchou Lazare, également son mentor. L'actualité en Afrique débute avec la planète qui est confrontée à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un risque de malnutrition et de famine pour 20 millions d'habitants et de 3 pays d'Afrique, ainsi que le Yémen. Le Croissant Rouge turc intervient dans les camps. Clotilde Gourlet pour le récit. Baidoa, sud-ouest de la Somalie. Ils ont marché pendant des jours sous un soleil de plomb pour atteindre ce camp. Tente de fortune, riz et surtout de l'eau, des besoins vitaux à soulager. Rahmo a donné naissance à son bébé ici il y a 2 jours. Je viens d'un village appelé Chabela. Nous avons quitté notre maison à cause de la sécheresse. Nous sommes venus parce que nous avions trop faim.
Pour les Somaliens, le souvenir de la famine de 2011, qui avait fait 260 000 morts, est toujours vivace. Mais cette année, les experts redoutent que le bilan soit encore plus lourd. Car de mauvaises récoltes, combinées à un manque de pluie, ont considérablement diminué les réserves. De plus, le choléra menace les populations affaiblies. Dans la capitale Mogadiscio, de nouveaux déplacés arrivent chaque jour dans les camps. Nous sommes partis, car il n'y a plus d'eau du tout. L'ONU met en garde contre la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie, qui aide la Somalie depuis 2011, a décidé de mettre la main à la poche. 70 000 tonnes d'aide ont été envoyées ici par le Croissant Rouge turc et Turkish Airlines est la seule compagnie à desservir Mogadiscio. Ankara est un des principaux bailleurs de fonds du pays ravagé par la guerre et plus de 15 accords bilatéraux ont été signés. Et la Turquie ne s'arrête pas là. Au Croissant Rouge turc, nous ne travaillons pas seulement pour la Somalie. Nous avons aussi lancé une campagne pour le Yémen et le Soudan du Sud, car toute l'Afrique de l'Est est impactée et a besoin d'aide. Rien qu'en Somalie, on estime que la moitié de la population, soit 3 millions d'habitants, a besoin d'une aide alimentaire d'urgence aujourd'hui. Plusieurs milliers de Sud-Africains sont descendus vendredi dans les rues des principales villes du pays pour réclamer le départ de Jacob Zuma, qui a irrité une partie de la population en remaniant la semaine dernière son gouvernement pour nommer des fidèles. Kael Mapessi pour le récit. Environ 10 000 partisans de l'Alliance démocrate, le principal parti d'opposition, se sont réunis au centre-ville de Johannesburg, amenés par leur leader, Mmusi Maimane. Fait rare en Afrique du Sud, quelques centaines d'habitants, principalement des Blancs, vivant dans les quartiers les plus huppés du nord de la ville, ont également manifesté au carrefour des principales artères de la capitale économique sud-africaine en brandissant des panneaux « Zuma doit partir ». À Pretoria, le Parti communiste sud-africain, pourtant allié historique du Congrès national africain ANC au pouvoir, a de son côté organisé une marche vers le palais présidentiel, rejoint par des organisations de la société civile, toujours pour demander le départ de Jacob Zuma. Des supporters du président ainsi que des dizaines de vétérans de l'ANC se sont quant à eux rassemblés autour du siège du parti à Johannesburg. À la mi-journée, ces manifestations se déroulaient dans le calme. La popularité du président sud-africain est en berne depuis plusieurs mois en raison de nombreux scandales de corruption dans lesquels son nom revient. Il est notamment accusé de favoriser les intérêts d'une sulfureuse famille d'hommes d'affaires, les Gumta. En France, cette fois au Touquet, dans le Pas-de-Calais, la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiffaine Ozière, mène la campagne pour son beau-père, trentenaire comme elle. Virginie Grugnon. Au Touquet, dans le nord de la France, le moteur de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est elle, Tiffaine Ozière. À 33 ans, elle est la belle-fille du candidat centriste et n'a que 6 ans de moins que lui. Tiffaine Ozière est la benjamine des 3 enfants de Brigitte Macron, l'ancienne professeure de français, de 24 ans son aînée, qu'il a épousée en 2007. Séduite par les idées de son beau-père, elle a décidé de s'engager pleinement dans la campagne. Ici, c'est elle qui mène la marche. Ça n'a pas été une surprise, il était content parce qu'il m'a dit c'est bien si tu as envie de le faire et que c'est tes convictions, il faut y aller. Et il était heureux et après du coup ça nous permet d'échanger sur ce qui se passe sur le terrain. Ce matin, on fête le premier anniversaire du mouvement En Marche. Partager des parts de gâteau, un moyen plus facile d'engager le dialogue, pense la jeune avocate. Car il n'est pas toujours évident de faire campagne pour un ancien ministre de François Hollande dans une ville bourgeoise, acquise à la droite. Nicolas Sarkozy y a fait 78% au second tour de la présidentielle de 2012. On est très fiers de la voir s'engager et comme on connaît aussi bien Manu et Brigitte, on est très fiers aussi. Manu c'est un garçon extraordinaire et qui, on ne rencontre pas 50 comme ça dans un siècle. C'est au Touquet qu'Emmanuel Macron votera pour la présidentielle, non loin de la maison de son épouse. Il a toujours été très respectueux de tout le monde, il a toujours bien fait les choses et il nous avait indiqué qu'il aimerait épouser notre maman, voir si on était d'accord et je pense que dans les familles recomposées, tout le monde n'a pas ce tact et du coup il a été très bien accepté et il se révèle être un vrai chef de famille sur qui on peut compter. Mère de 2 jeunes enfants de 3 ans et 1 an, Tiffaine Ozière assure n'avoir aucune ambition politique, hormis celle d'aider son beau-père à devenir président de la République, en parcourant les marchés de la 4e circonscription du Pas-de-Calais. En bref et en images, le Premier ministre suédois Stefan Löfven a condamné l'attentat
promettant de défendre la démocratie, les droits de l'homme et la liberté contre la haine. Un homme soupçonné d'homicide à caractère terroriste a été placé en garde à vue samedi à Stockholm au lendemain de l'attaque sanglante au camion bélier qui a semé l'effroi dans la capitale suédoise. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé samedi son homologue américain Donald Trump d'aider les troupes terroristes en Syrie dans un discours diffusé par la télévision d'État. Regardez. Les États-Unis ont frappé vendredi une base de l'armée syrienne en réponse à une attaque chimique présumée mardi contre la localité rebelle de Khan Sheikhoun. L'Iran, qui soutient financièrement et militairement le régime du président syrien Bachar al-Assad, avait déjà condamné vendredi l'attaque américaine. L'homme qui est actuellement en fonction en Amérique a affirmé qu'il voulait lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, tous les terroristes en Syrie célèbrent cette attaque américaine. Le président iranien a demandé la mise en place d'une commission indépendante avec la présence de pays neutres sur la prétendue attaque chimique, car, selon les Nations Unies, la Syrie ne possède pas d'armes chimiques. Une commission d'enquête internationale doit être mise en place pour clarifier cette affaire. Cependant, les personnes biaisées ne doivent pas faire partie de cette commission et elle ne doit pas être présidée par les États-Unis. Les responsables iraniens ont insisté sur le fait que le régime de Damas avait procédé à son désarmement chimique, ce qui n'est pas le cas, selon eux, des groupes armés rebelles et djihadistes. Le président Rouhani a affirmé qu'après l'agression américaine contre la Syrie, l'Iran devait se préparer à toute éventualité. En Palestine, l'autorité palestinienne a annoncé mardi soir réduire la rémunération de ses fonctionnaires dans la bande de Gaza. En découvrant les montants, les employés de l'autorité palestinienne ont fait éclater leur colère après des coupures décrétées en Cisjordanie qui passent mal à Gaza. Écoutons les manifestants. Nous sommes ici aujourd'hui sur la place Saraya pour envoyer un message aux dirigeants palestiniens et leur dire de retirer cette décision d'imposer des réductions de salaire aux employés. Cette décision alimente la division. Le gouvernement doit revenir sur cette décision dès que possible, sinon ils doivent partir. À présent, le rappel des titres avant de nous quitter. Nous l'avons vu, la CONACYSET, c'est fini. Alain-Claude Bilé-Bidzé l'a réaffirmé lors de sa conférence de presse. Pas de salaire non plus pour les enseignants qui n'ont rien fourni tout au long de cette période. Nous avons eu son intervention en détail sur ce sujet dans ce journal. Nous avons aussi parlé ce soir de la pire crise humanitaire qui frappe 20 millions d'habitants de 3 pays d'Afrique, mais aussi le Yémen. La Société du Croissant Rouge turc intervient dans les camps. La situation est critique et un appel à l'aide humanitaire est ainsi lancé. Hassan Rouhani, président iranien, accuse son homologue américain Donald Trump, nous l'avons vu, d'aider les troupes terroristes en Syrie, et cela dans un discours diffusé par la télévision d'État. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.